Donc, on va reprendre tranquillement avec cette troisième table ronde qui s'intitule « Les méthodes et outils qui ont fait et feront les métiers ». Donc, une vue évolutive des métiers et outils, voilà, dans la continuité des sujets qu'on a pu aborder dans les tables rondes précédentes. Donc, ça va se dérouler de la même façon que les tables rondes précédentes. On va vous laisser chacun 5 minutes pour vous présenter votre parcours et également pour apporter des premières pistes de réflexion autour du sujet des méthodes et outils qui ont fait et feront les métiers de l'environnement. Christelle, ici présente, vous indiquera le temps qu'il vous reste pour que tout le monde ait à peu près plus ou moins 5 minutes de parole à respecter au maximum des possibilités, même si bon, des fois on l'a vu, c'est un peu compliqué. On va commencer par monsieur Frédéric Alexandre, si vous le voulez bien. Bonjour, donc Frédéric Alexandre, géographe, biogéographe, et donc j'ai co-dirigé avec Gilles, que nous avons vu sur la table ronde précédente, le DESS et puis ensuite le master Espace et Milieu de 2002 à 2009. Puis après, je suis passé prof à l'Université Paris 13 et j'ai continué à garder des liens assez forts avec la formation à travers à la fois les colloques territoires écologiques, à travers les collaborations aussi que nous avons pu lier pendant un temps. Après, c'est devenu plus difficile avec nos masters de Paris 13. Et puis également une collaboration qui a continué entre Paris 13 et Paris 7 autour d'une double licence économie-géographie. C'est aussi une dimension intéressante. Et enfin, parce que j'ai continué à avoir pas mal de projets de recherche communs à la fois avec les collègues du LID et avec les collègues du LADIS, en particulier avec Étienne, jusqu'à maintenant, tout simplement. Alors, dans l'intitulé même du colloque, il y a ce qui fait et feront les métiers, etc. Donc, un petit peu sur ce qui a changé. Alors, je voudrais commencer par ce qui n'a pas changé, me semble-t-il. C'est cette espèce de continuité qui, depuis 1983, parcourt cette formation espace et milieu complétée par territoire écologique, qui est à la fois une continuité à travers tout simplement les personnes qui se sont succédées avec des transmissions. Hein. Pour prendre mon exemple, hein, j'ai occupé un poste qui était autrefois occupé auparavant par Micheline Otia. Et puis, quand je suis parti à Paris 13, eh bien, c'est Étienne qui a pris mon poste, si on peut dire les choses comme ça, parce que c'est pas tout à fait aussi simple que ça dans la façon de faire. Et puis, une continuité aussi dans le projet qui était, j'ai révisé un petit peu, on est toujours dans les évaluations, hein. On a eu à déposer en 2007 justement une évaluation pour renouveler le master. Alors, le projet, c'est former des gestionnaires de territoire dans le domaine de l'environnement. Je vous la fais simple. C'est resté bien tout ça, mais derrière tout ça, il y a, et j'ai bien revu la façon dont on avait rempli un petit peu tous les tableaux à l'époque. Ils étaient moins complexes que ceux montrés par François et Étienne ce matin, mais il y a bien une cohérence du projet. Alors maintenant, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est le contexte dans lequel on se place. Ça ira hein, sur les 2 minutes normalement, qui est mais on en reparlera sur la table ronde suivante, l'émergence
d'un nouveau contexte sur l'environnement, l'écologie, etc., à travers la notion d'urgence écologique. Pour reprendre, Fabien évoquait le dictionnaire critique de l'environnement. Alors, il est paru en 2019, mais on l'a écrit entre 2016 et 2018. Le terme d'urgence écologique d'urgence climatique n'était pas employé, par exemple. Deuxième élément qui a changé, c'est un contexte universitaire où loi après loi, on n'est plus dans un même chose. Gilles disait toujours, quand on est un service public à travers le master, où on est l'émergence du service public. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est beaucoup plus concurrentiel entre les universités, etc. C'est pas la même chose. Et ça n'a fait que s'aggraver. Et puis, enfin, la troisième chose, c'est le contexte professionnel. Et là, c'est là-dessus que je voudrais un petit peu insister, parce que pour déterminer une méthode et des outils, ça après on pourra en discuter, il faut essayer de voir comment on construit une formation, de notre côté, de façon à ce que ensuite, lorsque ce sera appliqué, mise en application par les étudiants qui seront sortis avec leur diplôme, on arrive véritablement à avoir un certain engagement. Et là, et le terme de métier de l'environnement doit nous alerter. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé depuis une vingtaine... Stop, c'est ma conclusion. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ce moment, qui a commencé dans les années 2000, qui est qu'on recrutait beaucoup dans un cadre où on allait passer des concours, et en particulier des concours pour la formation publique, la fonction publique, excusez-moi, territoriale, et en particulier le concours d'ingénieur territorial dont il a été question. Et le fait de ne plus pouvoir être dans ce cadre-là, c'est un changement qui est un changement, me semble-t-il, assez fondamental. On nous a dit, je fais quand même l'anecdote, excusez-moi, je déborde d'une minute, quand on nous a dit quand le CNFPT nous a dit, nous, ce que l'on veut, ce sont des ingénieurs parce qu'ils savent construire des trottoirs, ça nous a été dit avec Gilles, c'est un autre contexte. Et le contexte maintenant, c'est un contexte qui est celui des métiers, c'est-à-dire, en fait, un contexte aussi concurrentiel pour les étudiants. Et je crois que la formation espace et milieu continue à être concurrentielle parce qu'on arrive à tenir sur un certain nombre de choses et par rapport à la concurrence des écoles d'ingénieurs, par rapport à la concurrence de Sciences Po maintenant, aujourd'hui, etc. Merci beaucoup, Monsieur Alexandre. Je vais donner la parole à Madame Bilodeau, Clélia. Bonjour à tous, donc je suis Clélia Bilodeau, maître de conférence en biogéographie et géomatique à l'Université Paris-Cité et au LADIS. Et donc j'interviens depuis 10 ans maintenant à Espace et Milieu. Donc je suis vraiment très très heureuse de revoir des anciens étudiants. Ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, de vous revoir, de vous revoir pleinement actifs dans ce que vous faites. Très beau, merci beaucoup de votre présence. Et donc dans mes enseignements à Espace et Milieu, j'enseigne principalement en effet des méthodes, des outils. Je travaille sur des données en biogéographie, cours de biogéographie donc, mais aussi notamment de SIG. Et je voulais ici parler un petit peu de l'évolution. Alors, c'est pas une évolution générale, c'est plus à partir de mon expérience à moi, de ma pratique d'enseignement.
comment cette pratique a pu évoluer ces 10 dernières années. Et je pense que ça a forcément un lien avec en fait les outils actuels et passés. C'est vrai qu'à la base, quand je suis arrivée en tant qu'enseignante, mes cours, mes enseignements étaient des TD, mais voire même des travaux très dirigés, des TTD, dans le sens où je me suis aperçue que je collais énormément au logiciel, en fait. J'ai donné beaucoup de cours, non pas d'outils et de méthodes, mais c'est vrai, j'ai donné des cours de logiciel. Je m'en excuse maintenant, dans le sens où je me suis vite aperçue moi-même que en fait un logiciel évolue extrêmement vite et que c'est évidemment pas l'intérêt d'une formation telle que Espace et Milieu de vous apprendre à cliquer sur des boutons, mais bien de vous apprendre à vous débrouiller en fait, à trouver l'information par vous-même, à vous apprendre l'autonomie. Et pour ça, progressivement, je me suis aperçue, mais évidemment c'était déjà le cas à Espace et Milieu, hein, c'est moi-même, j'ai réussi progressivement à aller vers ça. Je me suis aperçue que c'était bien plus par des cours par projet, en fait, grâce aux commandes notamment, que vous pouviez prendre en main des outils, non pas comme des recettes à appliquer, mais bien que vous-même vous puissiez créer en fait vos propres recettes, aller chercher donc ce dont vous aviez besoin pour répondre à une question. Et donc voilà, progressivement, ces cours de SIG ou ces cours de biogéo sur le terrain ont évolué en fait dans leur forme. Et c'est vrai que ces 2-3 dernières années, c'est encore plus le cas dans ma pratique, de vraiment prendre comme cas d'étude les commandes qui sont réalisées par Espace et Milieu, comme base sur laquelle on peut réfléchir, se poser des questions et oui, utiliser des outils et donc oui, apprendre des outils après. Et je dis se poser des questions, avant tout, c'est la base et c'est pour ça aussi que dans mes enseignements et avec vous, j'aime beaucoup aller sur le terrain, comme vous le savez, et grâce à Espace et Milieu, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup l'occasion d'aller sur le terrain. Le terrain, je dirais, non pas comme endroit où on va acquérir des données, c'est pas seulement ça, évidemment, mais c'est progressivement aussi voir comment c'est par le terrain qu'on est amené à se poser des questions, à renouveler une curiosité, à renouveler notre motivation, à se situer soi-même par rapport à une question et donc voilà, aller interroger des habitants, aller interroger en fait tout cet environnement et non pas seulement non pas une façon d'acquérir des données, bien sûr. Et donc je vois par rapport à des commandes telles que par exemple celle de Bidart qu'on a réalisée il y a quelques années, comment on a pu joindre plusieurs méthodes, plusieurs outils de SIG, d'études diachroniques, de l'occupation du sol, mais aussi de faire de l'acquisition du son, pas de l'acquisition du son, aussi travailler sur des cartes mentales, des questionnaires. Voilà, comment on mêle en fait ces différentes méthodes. C'est vraiment ça que je trouve intéressant et qu'on cherche, que tous les intervenants à Espace et Milieu cherchent à développer. Et juste pour revenir en dernier sur ces données, je sais que depuis le début de la journée, on a beaucoup parlé des données. Là, évidemment, le terme d'outil nous indique que les méthodes vont nous permettre d'acquérir des données, des outils vont nous permettre de travailler sur ces données. Je pense qu'il faut faire aussi attention à ces données dans le sens où l'objectif, c'est pas l'acquisition de données. Notre objectif à tous, ça va bien au-delà. Et je pense que c'est important de faire attention aussi à la proportion de notre temps consacré à ça. Voir si réellement un tableau donné ou un graphique pouvait changer nos comportements,
peut-être un petit peu en effet, c'est évidemment indispensable, mais voilà, pensez aussi à aller plus loin et donc toute notre journée ne soit pas passée à travailler sur les données. Ça peut être vraiment bien, je pense. En tout cas, je vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Madame Céline Clausel, maintenant. Merci. C'est bon, pardon, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis maître de conférence, comme Clélia, du coup, en géographie, à l'Université Paris-Cité, au LADIS, et j'enseigne depuis 2015 dans le master Espace et Milieu. Donc pour faire juste un historique rapide, et ça me fait du coup le plaisir de citer Micheline, j'ai fait du coup ma thèse à l'Université Paris 4 sous la direction de Micheline Otia. Et j'ai été ensuite nommée maître de conférence, alors d'abord à l'Université de Besançon, et puis je suis arrivée à Paris 7, à l'Université Paris-Cité maintenant, en 2015. Et donc j'enseigne au Master Espace et Milieu depuis 2015, alors sur des cours alors de système d'information géographique quand Clélia n'est pas là, par exemple. Mais sinon, c'est plutôt donc en écologie du paysage, en modélisation spatiale, puisque je travaille en fait sur les questions de réseau écologique, continuité écologique, trame verte et bleue, avec un angle qui est très axé sur la modélisation spatiale. Donc si je regarde un peu alors l'évolution, en tout cas de ce que j'enseigne aux étudiants depuis que je suis arrivée, mais qui peut-être se ressent un peu aussi dans les offres de stage qui peuvent être diffusées, c'est une évolution vers finalement davantage de complexité dans les méthodes et dans les outils, où on est passé, en tout cas peut-être, enfin c'est en tout cas de mon expérience personnelle, où j'ai l'impression qu'on est passé déjà à des questions différentes, et donc ils font appel à des méthodes et des outils différents, où il s'agissait il y a quelques années, évidemment au moment du Grenelle de l'environnement et de la mise en place de la trame verte et bleue, d'identifier la trame verte et bleue, donc avec des méthodes cartographiques, donc qui font appel au système d'information géographique, à davantage maintenant des analyses plus poussées sur l'étude de la fonctionnalité de cette trame verte et bleue, sur l'évaluation d'impact de différents scénarios d'aménagement sur ces continuités écologiques, et qui du coup font appel à d'autres méthodes de modélisation et de simulation spatiale. Donc, en tout cas dans mes enseignements, évidemment, ça se répercute aussi. Ça rejoint aussi la question des données qui sont, et on en a parlé ce matin, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus diverses, et en même temps il faut aller les chercher, il faut arriver à les traiter parce qu'elles sont assez hétérogènes, mais n'empêche qu'il y a quelques années, quand on devait travailler sur la trame verte et bleue dans un département par exemple, ben on partait quasiment de rien en termes de données d'occupation du sol, il fallait tout reconstituer. Donc il y avait un gros travail de géomatique pour reconstituer l'occupation du sol. Aujourd'hui, on a des données qui sont accessibles et on peut vraiment mettre l'énergie en fait sur l'étape d'après, plus axée sur la modélisation. Dans les enjeux actuels, je pense vraiment qui sont prégnants et puis à venir, à mon sens, en tout cas, il n'y a pas forcément besoin d'aller vers davantage de complexité. En revanche, il y a vraiment un besoin, un enjeu fort de formation des étudiants à avoir un recul critique, d'être un recul critique sur les méthodes, sur les outils, sur les données, d'être capable d'identifier justement les atouts, les limites de chaque outil, de chaque méthode, à quelles questions ils permettent de répondre, à quelles questions ils ne répondent pas, et puis donc et être autonome dans justement d'être capable de choisir telle ou telle méthode, tel ou tel outil, et puis de le justifier. Et ce qui me semble important, c'est justement cette capacité à prendre du recul, à comprendre comment ça fonctionne, et être capable de transmettre ces informations
par exemple au commanditaire, de pouvoir argumenter ses choix et de pouvoir dire ces résultats-là, ils permettent de répondre à telle question, mais attention, ils ne répondent pas à certaines autres questions. Si vous voulez répondre à une autre question, c'est pas cette analyse-là, c'est pas cette méthode, c'est pas ces données. Il faut compléter par d'autres choses, de manière à ce que les résultats ensuite puissent être utiles pour la prise de décision ou pour mener des actions concrètes sur le terrain. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à monsieur Nicolas Cornet de prendre la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Nicolas Cornet, je suis écologue à l'Institut Paris Région, l'agence d'urbanisme d'Île-de-France. Pour faire court, il y a un écho assez important entre votre intervention, Céline, et la mienne. Vous avez parlé de complexité et à quelle question on répond. Moi, je n'ai pas pour prétention de pouvoir porter un regard historique sur les outils et méthodes. En revanche, j'aimerais porter un message sur la situation à laquelle on est arrivé actuellement, à mon sens, et peut-être dégager des pistes pour nous sortir de l'ornière, à mon avis, dans laquelle on est arrivé. Je vais plutôt parler de méthode, c'est surtout ce qui m'intéresse, moi. Avant toute chose, je vais avoir un discours assez incisif, c'est un peu mon style. Je vise personne, il n'y a pas de structure ou de personne directement responsable de ça, c'est plutôt l'évolution globale de nos sociétés, de nos outils, de nos méthodes qui nous a amené à un point de complexité sur lequel, à mon avis, il est absolument urgent de sortir. Parce que cette complexité dans laquelle on est fait qu'on reste souvent entre nous, entre experts, qu'on perd la connexion avec l'usager. Et si on était une entreprise privée, on aurait ce sens du client qui dit est-ce que le client il est content ou pas. On ne fait pas cet effort en environnement, il faudrait qu'on le fasse. Et plus grave, ça nous fait perdre notre bon sens. Parce que souvent, on observe des politiques publiques qui sont menées, alors que dès le papier, elles sont menées à l'échec parce qu'elles n'ont pas les fondations écologiques qui pourraient leur permettre de réussir. Je manquerai mon discours dans un exemple très concret et je parle d'autant plus librement que, à mon avis, le constat de complexité auquel on est arrivé, il est valable pour toutes les structures, tous les sujets environnementaux. Et voilà, donc il n'y a rien de spécifiquement francilien ni même français, à mon avis, là-dedans. Je vais prendre l'exemple des SRCE. Donc les schémas régionaux de cohérence écologique. On est en 2013, l'Île-de-France est la première région française à adopter son SRCE. Le SRCE, comme disait Céline, c'est la fonctionnalité de la trame verte et bleue. L'idée, c'est de savoir où ça fonctionne bien et qu'est-ce qu'il faudrait restaurer. Le SRCE francilien, c'est 656 pages réparties en 5 tomes. Le tome 1, j'ai les chiffres exacts, j'ai bûché. Le tome 1, c'est 100 pages de composantes. Le tome 2, c'est enjeux et plan d'action pour 162 pages. On passe au plan de résistance avec le rapport environnemental de 242 pages, 132 planches cartographiques et un résumé non technique de 20 pages. On s'approche d'un roman de Tolstoï, là. Mais bon, si ça faisait le job, ça aurait pu le faire. Sauf qu'en 2013, donc le SRCE apparaît. Et on s'aperçoit en 2019, on doit faire son évaluation 6 ans après, qu'en fait, il faut reprendre le dispositif de suivi. L'Institut est missionné pour ça. Je pourrais revenir sur les raisons pour lesquelles on a repris le suivi du SRCE. Quand je dis reprendre le suivi du SRCE, c'est ça. On prend le suivi, on le jette, on garde un indicateur et on repart à zéro. Donc ça, c'est l'Institut qui s'en est chargé. C'est encore du temps de travail, c'est encore des neurones, c'est encore du temps qu'on ne passe pas sur le terrain. Et voilà, donc en gros, effectivement, avant le suivi du SRCE, excusez-moi, j'ai loupé une étape, en 2015, on s'aperçoit que le SRCE est un peu compliqué, donc on rajoute au menu du jour un guide de lecture de 45 pages, 142 pages de recommandations pour les documents d'urbanisme, 41 pages de termes et de références techniques pour les appels d'offres, et un site internet dédié référentiel du SRCE. Il faut quand même se mettre en tête que les documents d'urbanisme à qui s'adresse le SRCE, ils ont à peu près 13 documents à prendre en compte. Ils ont un budget moyen de 15-20 000 euros en Île-de-France, avec un coût journalier d'un chargé d'études de 2 000 euros. Vous faites le produit en croix, vous voyez ce qui reste pour prendre en compte le SRCE. Il faut être ultra efficace dans notre manière d'apporter les choses. Je ne veux pas dire que tous les diagnostics qu'on fait avant ne sont pas nécessaires, parce que mon message, c'est ce qu'on livre à l'utilisateur doit être clé en main. Et Céline, encore une fois, je vous mets en scène. GraphFab, c'est un très bon exemple. Quand on rentre dans GraphFab, l'outil de modélisation des réseaux écologiques, c'est extrêmement complexe. Du point de vue utilisateur, c'est très simple. Et donc, c'est pour ça que je pense que le logiciel se diffuse plutôt bien. Mais le roman n'est pas fini. On se dit, ce serait bien de faire la synthèse de tous les SRCE français. Impossible. Pourquoi impossible? Parce qu'en fait, si pour les réservoirs, on peut le faire, on juxtapose des polygones, il existe 3 façons de modéliser des corridors.
Il y a des traits, des polygones, des dégradés de couleurs. Manque de bol, il y a des régions qui ont pris chacune l'une ou l'autre de ces représentations. Et quand vous faites une cartographie de synthèse avec des traits, des polygones et des dégradés de couleurs, ben vous avez le droit de refaire un marché, 2 ans de travail, je ne sais pas combien d'argent, pour arriver à une carte de synthèse des SRCE qui fait ce format-là, qui est non zoomable et non réglementaire. Donc, au final, les SRCE ont quand même fait un bond qualitatif extrêmement puissant dans la façon dont on connaît et on gère la trame verte et bleue. Donc ça, c'est chapeau. Et on a fait un bond qualitatif énorme. Mais ma question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux? Et cette efficacité que je recherche dans mon travail, elle est ciblée dans les dispositifs d'évaluation. L'efficacité et l'efficience, ce sont des questions évaluatives qu'on doit interroger. Donc, à mon avis, il est de notre devoir d'expert de simplifier au maximum les choses pour les utilisateurs. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Madame Irène Carabiri. Merci. Bonjour. Merci déjà à vous de vos interventions. Moi, j'ai pris des petites notes aujourd'hui. On parlait de schizophrénie. Moi, je suis dans les milieux de la schizophrénie parce que j'ai double casquette. Je suis à INRAE, donc c'est l'Institut national de la recherche en agriculture, en environnement et en alimentation. Et je suis aussi dans un CPIE. J'ai entendu ce matin parler quelqu'un des CPIE, donc je ne sais pas si vous connaissez les CPIE, mais ce sont des associations, donc c'est Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui œuvrent pour la médiation scientifique et l'éducation à l'environnement. Donc, je suis l'animatrice des réseaux d'un programme de recherche participative qui s'appelle CITIC. Et donc les domaines est la santé-environnement. Donc, c'est vrai que dans les notions ce matin, on n'en a pas parlé de la santé-environnement, parce que déjà, l'environnement, on n'en parle pas beaucoup, c'est quand même spécialisé, mais alors la santé-environnement, c'est quelque chose qui naît maintenant, c'est très méconnu, mais ça existe néanmoins. Il y a aussi il y a des documents qui sont faits par l'État, notamment les plans nationaux de santé-environnement, ça existe. Si on doit revenir sur la thématique de la table ronde, les méthodes des outils d'avant, moi je peux me référer à mon expérience dans espaces et milieux, qui a été, je pense, capitale dans ce que j'ai pu trouver après dans mon travail. Et je vais la faire simple, parce que moi là je parle surtout pour les étudiants qui sont là, éventuellement des anciens EM mais qui n'ont pas forcément encore trouvé de travail, qui les satisfait et tout. Donc c'est vrai que de mon côté, j'aimerais vraiment souligner les côtés des sciences participatives, de la participation des gens à ce qui est justement toutes ces là, on est expert, oui, mais en fait, sans les personnes qui nous donnent aussi qui nous enrichissent, effectivement, ça reste des tomes comme ça que même les experts ne comprennent pas en fait. Et après, c'est vrai que, alors je sais pas si c'est mes méthodes, outils, tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que quand vous allez vous imaginer dans l'après. Il y a effectivement tous les côtés connaissances dures, donc on en a parlé aussi aujourd'hui des savoirs, les connaissances, surtout du côté plutôt scientifique, écologie, mais il y a aussi tout ce qui concerne et l'animation des réunions, très simplement, là c'est très banal, mais ça c'est important. Nous, quand on était à Espace et Milieux, on est allé en Corse et on a mis en place la démarche, en fait on a essayé de mettre en place une démarche participative pour la gestion d'un bien UNESCO à Scandola. Et en fait, le fait de connaître des outils qui dérivent des démarches participatives, je pense que c'est très important pour vous. Ça fait partie de toute la transdisciplinarité dont on a parlé. Donc, mon erreur, je n'ai pas regardé les enseignements que maintenant il y a dans l'espace et milieux. Mais c'est vrai que tout ce qui est de l'animation des réunions, ça peut être bête, mais l'effet par exemple, ce matin, on a eu 2 tables rondes COMAS de 1h30 sans pause. En fait, vous avez une réunion avec un porteur des projets, je sais pas, avec les départements, vous parlez 3 heures, pas de pause, vous savez pas comment on organise une réunion. En fait, les personnes vous écoutent pas, même si, voilà. Et donc, c'est vraiment des outils un peu plus soft skills, je dirais, en tant qu'outils qui peuvent être utiles ensuite à ajouter à ces métiers de l'environnement.
voilà, je vous souhaite vraiment le mieux, mais ça pourrait être une piste. Et aussi, imaginez que, on a parlé des données, c'est vrai que de plus en plus, les données, les big data, à CITIC, nous, on a effectivement tous les côtés récolte des données, donc crowdsourcing avec INRAE, mais vous pouvez pas être aussi développeur informatique. Il faut où on est une chose, où on est l'autre. On fait jamais les choses tout seul, parce que souvent, moi, quand j'étais étudiante, je me disais, mais attends, mais c'est compliqué quand même, je suis seule à devoir chercher l'info. L'autonomie, c'est très important aussi, mais vous êtes jamais seul, même dans un boulot où, bien sûr, vous êtes auto-entrepreneur et c'est une chose. Mais en général, le fait de connaître, mais pas être expert, ça vous aide. Donc, le fait de connaître l'existence de big data et des sciences participatives, c'est déjà un plus. Et aussi, tout ce qui concerne, par contre, les citoyens, je pense qu'un objectif, et ça doit être, les buts, c'est, comme pour vous, développer l'esprit critique vis-à-vis de ce qu'on vit et ce qu'on peut entendre. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à monsieur Émir Kortz de nous dire 2-3 mots. Merci. Bonjour ou rebonjour. Donc moi je m'appelle Émir Kortz, je suis de la promo Espace et Milieu 2017-2018. Je vais très rapidement revenir sur mon parcours, mais c'est pas anodin. Donc avant le master, j'ai fait des études de biologie et d'écologie, ponctuées par une pause et différentes expériences dans des labos de recherche, notamment en écologie et sur de l'anatomie comparée. Ensuite, après le master, j'ai rejoint une structure qui s'appelle l'Agence régionale de la biodiversité, qui a été créée en 2018. En Île-de-France, on est la première région à accueillir une ARB. Et donc, j'ai été chargé de mission naturaliste sur différentes thématiques, de la gestion de bases de données naturalistes, de l'accompagnement d'acteurs, des études, des inventaires, de la sensibilisation, etc. Et pour moi, on est déjà sur un premier outil en termes de... On est sur une structure outil à laquelle on peut faire appel lorsqu'on a besoin pour mobiliser des acteurs, pour aller chercher de la ressource, pour nous mettre en relation avec des gens qui travaillent sur des sujets, de mêmes sujets, ou des sujets annexes dans la région. Et puis ensuite, après l'ARB, j'ai rejoint un établissement public territorial, donc une intercommunalité sur laquelle il y a plus de 400 000 habitants. Et avec l'une de mes collègues ici présente dans la salle et que je salue, on a été moteur de pas mal de grands défis qu'on a affrontés. Et puis, au bout d'un moment, une opportunité a fait que j'ai quitté le monde de l'écologie urbaine pour devenir conservateur de 2 belles réserves naturelles régionales, toutes 2 situées en Seine-et-Marne. Donc le Grand Voyeux et les Cédelages, je vous invite à venir les découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Et donc ça consiste à coordonner, en fonction d'un plan de gestion établi sur une durée de 11 ans, l'ensemble des activités qui sont en lien avec la réserve. Donc ça va de la gestion conservatoire, les études et les suivis, la sensibilisation ou encore tout ce qui touche à la surveillance. Et puis justement ce plan de gestion, on en parle, mais pour les réserves naturelles, il aura quand même fallu attendre 30 ans pour avoir une première édition d'une méthodologie d'écriture d'un plan de gestion entre le moment où on a créé la première réserve naturelle nationale en France et le moment où on a sorti cette première édition, et c'est grâce au réseau RNF. J'en parlerai assez succinctement juste après. Alors, quand on parle des outils et des méthodes, pour moi, il y a d'abord la partie de terrain, où il y a quand même une avancée ces dernières années, j'ai l'impression en tout cas. Il y a une grande avancée sur les technologies. On fait appel à de l'ADN environnemental, on fait appel à des drones, on fait appel à des pièges photographiques, on fait appel à des balises GPS, à des enregistreurs. Voilà, tout un tas de choses assez modernes qui sont... on peut aussi saisir des données en ligne en étant directement sur le terrain, et ça va quand même beaucoup plus vite. On gagne énormément de temps lorsqu'on collecte de la donnée. Et puis, donc il y a ces plans de gestion, cette technologie. Et puis, je pense que le SIG est aussi un outil qui a beaucoup évolué ces dernières années. La modélisation, on parlait tout à l'heure de GraphAB. Et puis, c'est aussi tout ce qui touche aux sciences participatives. On arrive aujourd'hui de plus en plus à sortir des chiffres en impliquant le citoyen, en sensibilisant le citoyen. Donc, sciences participatives, tant en termes d'évolution de protocole, mais aussi en termes d'accès à la ressource.
Et puis l'évolution des bases de données qui ont permis d'établir des listes rouges, des bases de données qui sont publiques et partagées de plus en plus, et on l'espère encore plus dans les prochaines années pour aboutir à une connaissance commune. Mais tout ça, pour moi, ça s'est mis en place par une démocratisation et une appropriation par le plus grand nombre de ces sujets, par la société civile, avec d'une part l'évolution des politiques publiques et des structures, avec des synergies qui sont de plus en plus fortes. Alors j'ai parlé de l'ARB, mais il y a aussi tout un tas d'autres structures, comme Réserve naturelle de France, justement pour le réseau des réserves, qui mettent en synergie des acteurs entre eux. Voilà, on est dans une démarche de recherche de transversalité. Et puis un deuxième axe qui va plutôt toucher à la formation et à l'éducation, avec voilà, j'ai l'impression qu'on parle de plus en plus de sciences naturalistes, que ce soit au lycée, que ce soit en licence. Et puis surtout, on a de plus en plus accès à l'information. Il y a une évolution sur les guides. Alors moi, je me souviens quand j'avais des guides et que j'étais beaucoup plus jeune, enfin, il n'y avait pas les deux chauds qu'on retrouve aujourd'hui et qui sont quand même beaucoup plus appropriables. Donc voilà, pour demain, plus de pédagogie, plus de rigueur. Peut-être des outils qui soient plus efficaces et qui nous fournissent des données qu'on puisse tout de suite mobiliser. Et puis, plus de transversalité et de connexion entre structures. Donc, tant structure sur le terrain, structure opérationnelle, que structure entre le monde de la recherche et nous qui sommes sur le terrain. Et puis, je fais juste une petite parenthèse pour dire que l'Agence des espaces verts, du coup, qui s'appelle depuis très peu de temps Île-de-France Nature, a aussi un outil qui est quand même assez unique en France, qui s'appelle les périmètres régionaux d'intervention foncière, un outil foncier qui permet de protéger, d'acquérir et d'aménager des espaces un petit peu partout en Île-de-France. Et ça, c'est aussi un outil à part entière. Merci. Merci à vous. Je vais laisser la parole à Madame Héloïse Louiset. Bonjour à tous. Du coup, je suis Héloïse Louiset. J'ai fait Espace et Milieu donc, sur la promotion 2018-2019. Donc, au cours du master, j'ai pu réaliser plusieurs stages, donc plutôt axés sur les questions de recherche autour des associations environnementales. Je travaille aujourd'hui dans un domaine qui est très différent, puisque je suis chargée d'études donc, en SIG, mais sur le déploiement des réseaux de fibres en France. Donc, je vais revenir très rapidement sur la structure dans laquelle je travaille, donc qui est une entreprise privée qui s'appelle Action, et donc qui est chargée de la conception, de la réalisation, donc de la construction, et ensuite de l'exploitation des réseaux de télécommunications, donc notamment sur tous les réseaux qui ont été déployés dans le cadre du plan très haut débit pour réduire la fracture numérique en France. Donc, c'est vraiment un processus d'aménagement aussi du territoire. Et donc, dans ce processus de désenclavement, le but a été de fibrer l'ensemble des régions françaises, y compris les régions rurales et semi-rurales. Donc, dans ce cadre-là, on utilise les SIG au quotidien, qui sont aussi un usage qu'on peut faire aussi dans le cadre de la géographie environnementale, etc., et qui est enseigné dans le master. Donc, pour autant, on peut en faire un usage tout à fait différent pour l'utilisation des télécommunications. Donc aujourd'hui, les SIG sont vraiment utilisés dans des domaines qui sont très très nombreux et dans des métiers aussi qui peuvent être très nombreux. On parlait tout à l'heure de la question des assurances face au changement climatique. C'est aussi les SIG qui vont être utilisés dans ces cas-là par les assurances pour mettre en place un certain nombre de plans de prévision. On a aussi une thématique qui est assez importante en ce moment sur l'utilisation des outils SIG, c'est la nécessité progressive en tout cas d'arriver à un niveau de précision des données qui est très importante. Par exemple, au quotidien, nous, on a pu le voir, même ça fait que 2 ans que je suis en poste, puisqu'on est passé sur une charte graphique différente. On était à un niveau de précision de 4 mètres pour nos données, on est passé à un niveau de précision de 20 cm. Donc on voit qu'on est passé vraiment à un niveau de précision de la donnée qui est extrêmement important et qui est aujourd'hui un des enjeux qui est vraiment primordial dans le développement des SIG. Faut savoir qu'en parallèle de cette question-là de la précision de la donnée, on va avoir des systèmes d'information géographique qui sont toujours plus étendus. Donc on va vraiment avoir un paradoxe entre les deux qu'il faut aussi gérer en termes de qualité de la donnée pour ne pas perdre de qualité de données entre ce qui va être récupéré sur le terrain et la façon dont ça va pouvoir être restitué sur un SIG. Et aussi, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment souligner, c'est que moi, dans mon travail, j'ai pas du tout l'occasion de le faire, mais c'est la récolte des données sur le terrain.
qui reste quand même la base de toute la construction d'un SIG, quel qu'il soit. Si les données ne sont pas présentes et si elles ne sont pas précises, la qualité du SIG derrière s'en ressent très largement. Et aujourd'hui, par rapport à la complexité des processus, on assiste, nous, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je suis, à l'élaboration d'un certain nombre d'outils qui vont se baser sur les outils SIG, mais qui vont avoir tendance à décomplexifier en fait les processus pour pouvoir ensuite les exprimer aux clients, comme on disait tout à l'heure, avec une logique client et donc avec des attentes de vulgarisation qui sont assez importantes. Et donc on va développer à partir des SIG, qui sont quand même des systèmes très complexes, des outils qui vont permettre de produire de nouveau des documents ou d'autres outils qui vont permettre de vulgariser la donnée ensuite et de pouvoir la partager quand on doit expliquer à un maire l'intérêt par exemple de développer le réseau de fibre sur son territoire. Et enfin, je rejoins Émir sur certaines choses, et notamment sur la question participative, puisqu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la création de SIG participatifs, donc à partir des données qui viennent directement de ce qu'on appelle les habitants, ceux qui vivent le territoire au quotidien, pour apporter une représentation différente et qui peut se traduire aussi par des outils SIG. Merci beaucoup. Et pour finir cette partie de présentation, je vais laisser la parole à monsieur Pierre Bretaudeau. Bonjour à tous. Donc je suis Pierre Bretaudeau, chargé de mission prévention des inondations à la métropole du Grand Paris depuis un peu plus de 2 ans. Donc je suis issu d'Espace et Milieux de la promotion 2016-2017. Pour présenter rapidement mon parcours, mon mémoire portait sur la mise en place d'une méthode qui est pensée et imposée par les services de l'État pour évaluer l'intérêt d'ouvrages écrêteurs de crues. Et donc, j'ai appliqué cette méthode sur le bassin de l'Oise à l'établissement public Entente-Oisenne. J'ai ensuite travaillé 1 an de plus dans cette même collectivité pour poursuivre cette méthode qui nécessite prise de données sur le terrain et calcul justement à la fois financier, à la fois foncier, voilà, de réfléchir à tout ce croisement de données avec les SIG notamment. Ensuite, j'ai décidé de revenir en région parisienne, à l'inverse de beaucoup de monde, dans un syndicat de bassin, donc le SIAGE, le syndicat de l'Yerre. C'est une des rivières d'Île-de-France dans le sud-est de la région parisienne, où là j'ai animé un programme d'action de prévention des inondations, donc un PAPI, sur 6 ans. Voilà. Et ensuite, à l'issue de cette deuxième expérience, j'ai décidé de poursuivre sur les inondations en entrant à la métropole du Grand Paris en tant que chargé de mission inondation. Là, plus sur les questions de digues. On a 60 km de digues à gérer le long de la Seine et de la Marne. Et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'il faut mettre en place pour les gérer et répondre à ce besoin. C'est une collectivité très jeune, la métropole du Grand Paris, pour vous la présenter en quelques mots. À l'inverse des 2 autres dans lesquelles j'ai pu travailler, elle a été créée en 2016 et on a la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations depuis 2018. Donc c'est assez intéressant de travailler dans cette collectivité où tout se construit au quotidien et où on doit mettre en place des méthodes et des outils. On a une grande liberté en tant qu'expert, en tant que chargé de mission, pour mettre en place ceux qu'on décide de mettre en place, ce qu'on décide de développer. Mais on doit aussi répondre très très rapidement pour se mettre au même niveau d'attente qu'ont les élus, que peuvent avoir les départements ou les autres communautés de communes du territoire ou les communes. Donc c'est un travail assez intense et de tester, tester des outils, tester des méthodes assez novateurs pour mettre en place ça rapidement. Je voulais aussi orienter ma présentation sur le fait que dans mes 3 collectivités, quand j'ai intégré le monde du travail, il y a eu le bouleversement de la GEMAPI. Donc cette nouvelle compétence qui n'existait pas, enfin qui était réalisée par certaines collectivités, mais plus de leur choix, et ce n'était pas obligatoire. Donc cette compétence a totalement changé les choses et a, dans certains cas, simplifié la carte des structures sur le territoire, donc en étendant certaines collectivités, certains syndicats mixtes,
mais aussi en réorganisant et en réduisant certaines collectivités, dans certains cas comme le PTB Oisen, qui a dû se réduire à quelques communautés de communes au démarrage en tout cas. Tout ça fait un grand bouleversement. Moi, j'ai toujours entendu dans mes différents postes qu'on risquait de disparaître le lendemain, de se réorganiser. C'était un élément qui a été dit lors des 2 tables rondes et des interventions. Donc, en fait, se pose la question, avec la problématique de cette table ronde, c'est comment, avec les outils qu'on a et les données qu'on peut recevoir avec toutes ces réorganisations, comment parler à ces nouveaux territoires qui ne nous connaissent pas, qui quelquefois nous voient arriver en tant qu'ingénieurs d'une collectivité qui n'ont jamais entendu le nom, jamais entendu parler. Comment leur présenter ce qu'on fait, comment présenter les données, récupérer les leurs, les intégrer dans nos process. Comment leur parler. C'est un vrai challenge aujourd'hui. Ils peuvent souvent nous prendre, ils nous utilisent en plus de temps en temps comme des sortes de prestataires, donc ils demandent un retour sur ce qu'on fait assez rapide. Donc comment répondre très rapidement à cela avec les outils qu'on a en place et le développement de métiers, de logiciels métiers, de systèmes spécifiques à nos métiers dans la GEMAPI. Voilà. Merci. Merci à vous, merci à tous pour cette première partie. On va maintenant entamer une phase de discussion que l'on va commencer d'abord en vous demandant s'il y a des idées sur lesquelles vous voudriez revenir, des idées qui ont pu être évoquées concernant le sujet. Monsieur Frédéric Alexandre. Oui, je voulais revenir sur un terme qui est revenu dans quasiment toutes les interventions, qui est le terme de terrain, et qui est effectivement véritablement central dans la réaffirmation un petit peu de tout ce qu'on veut faire dans le master. Il y a cette double dimension, tout de même, dans ce terrain. On a beaucoup parlé de la collecte, le traitement de l'information sur le terrain. On a moins parlé d'autres méthodes, mais qui me semblent absolument importantes, qui sont toutes les méthodes, la façon dont on analyse le jeu d'acteurs, dont on combine ça avec une démarche qui est une démarche empathique vis-à-vis des habitants des territoires sur lesquels on intervient, et qu'on a toujours voulu ancrer cela dans une méthode qui est cette fois-ci une méthode pédagogique, qui est la mise en pratique à travers les stages et les études que l'on inscrit dans notre programme. Pour donner un petit exemple de ce qu'on peut vouloir faire et qu'on a tenté une année, on en était assez content avec Gilles lors d'un des stages qui s'est déroulé dans le gros bourg de Ouawizert au Maroc. On était à l'invitation d'une association locale, une association œuvrant pour le développement local. Et la commande, là, c'était de former les membres de cette association à l'emploi d'un SIG, de manière à ce qu'ils puissent véritablement devenir des acteurs du territoire dans un cadre qui, à l'époque, était un cadre de relative démocratisation de la société marocaine. Je crois que ça avait été un très bel exemple de ce que l'on peut vouloir faire et des méthodes, la façon dont on utilise un certain nombre d'outils. C'était aussi bien les outils effectivement de traitement de l'information et les outils aussi pour s'inscrire dans un certain jeu d'acteurs. Oui, d'ailleurs, concernant les terrains, c'était, je ne sais plus quand, mais maintenant vous êtes en alternance. Comme ci, comme ça. Parce que justement, ces côtés, d'Espace et Milieu, pour moi, c'était vraiment un atout, le fait de partir en stage 2 fois dans l'année, donc au début, pour déjà voir qu'est-ce que ça donne, sans avoir pas trop de
déjà d'a priori donnés par les cours, et puis après avec une commande un peu plus construite, un peu plus grande. Et le fait d'insérer aussi plutôt les côtés alternance, c'est d'autant plus intéressant parce que vous avez les terrains et que vous pouvez avoir dans un master, et puis vous avez aussi plutôt la dimension professionnelle, c'est qui inévitablement vous enrichira. Donc après, je pense que Espace et Milieu, comme on disait, la continuité elle est là, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est un atout vraiment de la formation. Il faut vraiment, moi je parle toujours pour les étudiants. D'ailleurs, est-ce que, je sais pas, peut-être il y a quelqu'un, moi je suis de la promo 2014-2015. Bon, cette année peut-être pas, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est encore en recherche de travail dans ces domaines. Est-ce que vous trouvez, dans la recherche du travail, ou peut-être les personnes avant, qui ont déjà maintenant un travail plutôt dans l'environnement, est-ce que c'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées quand vous postulez, hein? C'est ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait savoir. Pour savoir où c'est les difficultés une fois qu'on est sorti. Parce que souvent, quand on sort d'un master où c'est double mention écologie et géographie, les gens te regardent et disent « Non, mais t'as fait quoi du coup? Écologie ou géographie? Je comprends pas. T'es quoi ?» Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident et lisible c'est qu'on fait. Et après, ça va aussi dépendre beaucoup de votre projet professionnel et ce que vous mettez derrière. Et voilà. Donc, si quelqu'un veut répondre à la question vis-à-vis des difficultés, c'est pas mal. Oui, si quelqu'un veut intervenir dans la salle, j'ai des collègues qui peuvent faire passer un micro. Ouais, au premier rang. Justement, c'est la question que je me pose, c'est le référentiel de compétences de la formation. Je ne l'ai pas trouvé sur le site Chlorophylle qui répertorie tous les diplômes liés à l'environnement et à l'agriculture. Parce que c'est là où on trouve tous les objectifs et les compétences dans les détails, ce qu'attendent les ministères. Donc, je ne sais pas, ce serait possible d'avoir ce genre de document pour votre formation, parce que justement, s'il y a quelqu'un qui se pose la question, vous pouvez leur transmettre le lien, et comme ça, ce sera plus clair. Parce que moi aussi, je suis dans le même cas. Oui. Non, je sais. Non, mais c'est la même question, au final. Le référentiel... Les référentiels, on a fait des millions, je ne sais pas lequel. Vous avez vu votre Là, il faudrait faire les HCRS par les étudiants pour montrer ce que ça veut dire derrière, avec les indicateurs. Pas facile. HCRS demande beaucoup de retours sur les étudiants. Et c'est assez difficile d'avoir des retours des étudiants pour pouvoir. Ah oui. Sur les compétences, simplement, toutes les formations sont tenues de faire une fiche dite RNCP, Répertoire National des Compétences Professionnelles, et il y a bien entendu la fiche d'espace et milieu en notre temps. Oui, elle existe. Donc ouais, des fiches de ce type-là, on en a. Mais ce que disait François, c'est obligatoire. Ce que disait François, c'est vrai qu'on a du mal à avoir un retour, et on est heureux de cette journée parce que c'est vraiment génial, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps. Les étudiants sur l'année où ils sont en M2, on les a. Une fois qu'ils sont partis, qu'ils sont dans le monde professionnel, on a beaucoup plus de mal à avoir des retours sur ce qu'ils font. Et donc c'est pour ça qu'on organise cette journée, c'est justement pour avoir des retours sur ce que vous avez fait, les limites, etc. D'une certaine manière que la fiche RNCP. Voilà, c'est ça. Je trouve que cette journée-là apporte plus de choses qu'une fiche avec des mots-clés, comme on a dit ce matin, la limite de ces mots, biodiversité, qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, donc voilà, une journée comme celle-ci, on voit en fait ce qu'il y a derrière les mots et les professions qui sont associées. Mais bon, on pourra peut-être faire un effort encore. Ouais, on avait une autre intervention là. Oui, merci. Je crois que ce référentiel, il est introuvable. Pardon de le dire comme ça, c'est pas du tout par pessimisme, c'est au contraire parce que c'est l'expression de la richesse d'Espace et Milieu.
Qu'est-ce que c'est qu'espace et milieu? Enfin, quelqu'un qui sort de chez nous. C'est d'abord quelqu'un que l'université a un petit peu de mal à reconnaître entre biologiste et géographe. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Ça a été évoqué dans les tables rondes précédentes. Je me souviens de cette époque où, suite à différents textes, j'avais demandé au service administratif de l'université que les deux appellations soient mises sur les diplômes qui soient donnés à nos étudiants sortants. Et notamment parce que suite au travail que l'on faisait ensemble ici au cours de l'année, l'étudiant revendiquait cette double compétence auprès de ses futurs employeurs. Et il y en a qui se sont fait traiter de menteurs, je le dis au sens propre, c'est pas une image que je traduis, parce que l'université n'acceptait pas de mettre les deux noms dessus. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, j'espère que ça a changé. En tout cas, les services juridiques de l'université, non, ça a changé ? Bon, en tout cas, les services juridiques à l'époque de l'université, c'était dans les années 10-15, quelque chose comme ça, m'avaient dit « mais c'est écrit comme ça dans les textes ». J'ai demandé à lire les textes en question, je suis pas juriste, hein, et mon interprétation était pas du tout la même, ce que les services juridiques de l'époque ont attesté, et donc on aurait normalement depuis accepté de mettre la double appellation sur les titres. Quand on n'est pas accepté par sa propre structure, ça pose quand même un problème je dirais, de référentiel. Deuxième chose, et c'est une demi-boutade, sur ce référentiel, on évoque souvent, et c'est ressorti très fortement dans les discussions tout à l'heure, et je pense que ça continuera toute la journée, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des spécialistes ou nous sommes des généralistes? Alors, comme j'aime bien être un petit peu rigoureux, enfin de temps en temps seulement, les mots sont importants. Je me suis demandé ce que c'est qu'un généraliste et ce que c'est qu'un spécialiste. Compte tenu de tout ce qu'on est en train de dire, un généraliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait tout sur tout. C'est évidemment insupportable pour les autres. Par contre, un spécialiste, c'est quoi? À l'inverse, c'est quelqu'un qui sait rien sur rien. Et son ego ne le supporte pas. Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce que vous pouvez vous en sortir, les actuels responsables de la formation? Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour ce référentiel, c'est de montrer les métiers qui sont faits. Et là, ce sont les retours que vous avez évoqués tous les deux, des anciens. On l'a bien vu aujourd'hui, c'est fabuleux de voir cette diversité de métiers que vous occupez. Et on n'en a qu'un tout petit échantillon. On est une centaine ici, si j'ai bien compris, François. Vous êtes plus de 1000 diplômés depuis 1986. Il y a des choses extraordinaires en termes de diversité de métiers. Et vous allez en inventer encore d'autres. Et le référentiel, pardon madame, je ne sais pas comment on peut le construire à partir de là. Il est dans cette richesse que vous êtes tous. Ouais, on a une intervention juste ici. Merci. Bonjour, Ambre Leclerc, je suis de la promo 2015-2016 et je travaille maintenant au Conservatoire d'Espaces Naturels. Et juste, je voulais dire que du coup, j'ai atteint mon objectif professionnel pour lequel je suis entrée dans le master. Je pense que c'est encourageant. Et par rapport, pour rebondir à ta question, Irène, c'est que oui, j'ai atteint l'objectif en 2021, du coup que je m'étais fixé avant de rentrer dans le master. Et en sortant du master, j'ai eu la sensation, je ne sais pas si c'est particulier à mon parcours pro, mais que c'était une condition, le master, l'obtention de ce master, c'était une condition, comment on dit, non suffisante, il y a quelque chose nécessaire mais non suffisante, pour atteindre un objectif professionnel, dans le sens où, ça rejoint un peu ce que vous disiez précédemment, c'est un master très vaste en fait qui aborde toutes les notions ou presque du territoire, ce qui est hyper enrichissant, ce qui nous aborde vraiment un point de vue assez que tout le monde n'a pas au sein de nos métiers.
et des compétences, des capacités de réflexion, etc. Mais après, voilà, ça va être, comme tu disais, en fonction de nos choix de stage, de service civique, après, etc., les petits échelons. Et moi, personnellement, j'ai dû reprendre une licence derrière pour être concurrentielle parce que j'étais pas... bon, il y avait l'expérience, hein, le premier CDD auquel on doit tous... les étapes qu'on doit tous passer un jour. Et il y avait aussi, voilà... au vu de l'objectif d'être gestionnaire d'espace naturel, j'ai dû reprendre une licence pour avoir cette... Sachant que moi, du coup, j'avais pas fait de licence en écologie. Je venais du le versant GHSS. Voilà. Mais je sais pas si, en fait, cette discussion, c'est vraiment... on est pleinement dans le sujet de la table ronde des méthodes et outils. Et du coup, si j'ai le micro, je peux revenir là-dessus, sur le sujet de la table ronde. C'est par rapport à une réflexion... sur le terrain, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on a accès à des outils, des nouvelles technologies, les tablettes. Enfin, ce sont pas des outils si nouveaux que ça, mais qui sont pas si hyper anciens dans nos métiers quand même. En tout cas, nous, on commence à appeler à le mettre en place. Voilà, avoir les tablettes, les drones, etc. Et je trouve que c'est hyper important. En fait, on le fait pas toujours. C'est de prendre comment dire, quand on arrive sur le terrain, et je trouve qu'il y a une espèce de gap entre le temps universitaire et le temps que tu as sur le terrain où en fait, t'as 3 jours pour faire ton étude, t'as 2 jours de terrain. Enfin, c'est des conditions qui sont genre juste aberrantes sur le plan rigueur et solidité. Du coup, tu vas pas forcément avoir le temps de prendre ce recul, ou alors faut que ta structure, ta direction, elle t'accorde ce temps-là. De dire en fait est-ce que l'outil que j'utilise, exemple le drone, il va pas faire plus de mal que le bien qu'il rapporte, par exemple dans le dérangement, etc. Donc voilà, sur ces 2 points que j'essaie d'aborder en un, c'est à la fois cette différence, je pense, qui est hyper importante de transmettre aux étudiantes du temps et des réalités derrière sur le terrain. En termes de jours, en fait, juste du temps que vous avez à consacrer à telle ou telle étude, et aussi du recul, qui pourtant nous est donné dans Espace et Milieu, de cette capacité de recul. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous amener à faire. Merci beaucoup. Ouais. Monsieur Raffin. Promotion 83. Oui, pour rebondir ce que disait sur Gilles, je vais comparer avec le domaine médical. Un spécialiste soigne une maladie. Un généraliste soigne un patient. Et j'en sais quelque chose pour avoir, de diverses raisons, été soigné à la fois par des généralistes et à la fois par des spécialistes. Je ne vais pas venir sur les débats généralistes-spécialistes. Depuis ma formation, j'ai l'impression d'être généraliste, et c'est ça qui fait la force, en fait, de la formation. C'est-à-dire qu'on a une approche holistique. Autour de la table ronde, il y a eu de présentations sur des outils très techniques, en fait. Le SIG, c'est un moyen d'atteindre des objectifs. Vous avez bien ciblé, effectivement, les limites de cet outil, mais aussi ses immenses potentialités. Ce que je voulais amener, c'est que, en fait, pour les étudiants, à chaque fois, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qu'on utilise comme outil ? Pas partir tout de suite sur le SIG, pas partir tout de suite sur l'outil qui va valoriser le SIG, etc. Même si il y a beaucoup de SIG et c'est nécessaire dans l'exercice de nos missions. Preuve en est, c'est que depuis 40 ans, on a été les promoteurs un peu du SIG dans les structures, et ça a été difficile à faire avaler, parce que c'était à l'époque des logiciels très riches, très chers. Et puis on n'était pas très nombreux à pouvoir les utiliser. Mais toujours se poser, quand on va sur le terrain ou quand on mène une étude, les bonnes questions au départ. Parce sinon on se perd dans les outils.
Et c'est bien ça qui me fait peur, moi, avec tout ce qui est numérique, intelligence artificielle, etc. C'est qu'on va rentrer complètement là-dedans et perdre de vue le terrain. Le terrain, c'est pas que le SIG. Le terrain, c'est pas que de la mesure, c'est du contexte, de la contextualisation des éléments aussi. C'est pas que de la mesure. On pourra pas recréer sous SIG un monde identique au réel. Sinon, on n'aura pas jamais assez de surface en stock de données. Enfin, de surface de tous ces serveurs maintenant qui artificialisent les sols, parce que on génère tellement de données que maintenant on artificialise les sols pour pouvoir les stocker. Non mais moi ça me pose des questions, hein, les histoires de numérique à tout prix. Je veux dire, à un moment, on s'emmanche là-dedans et on perd de vue le réel en fait. Tout ce qui fait simplement la vie réelle des gens. Pour ça, ce matin dans mon intervention, je parlais du cadre de vie. Enfin, j'habite dans une commune rurale et c'est hyper important et les gens ils s'en foutent de ces données-là en fait. Ou alors on essaye de construire une carte un peu synthétique avec plein d'informations et en fait on est confronté à une recherche de données mais qui va ou sur lesquelles on va passer un temps fou. Donc à quoi ça sert? Voilà, donc toujours se poser les questions, des méthodes et outils pour les bons objectifs qu'on veut se donner. Oui. Madame Bilodeau. J'ai déjà un micro, excusez-moi. C'est le bon. Pas de souci. Oui, merci beaucoup pour votre intervention et pour la tienne, Ambre aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu. Je voulais aller dans le même sens en disant qu'évidemment, le terrain, ce n'est pas avoir 3 jours et venir avec un drone. Et vous qui êtes à Espace et Milieu ou qui en venez, vous savez bien que c'était pas ça. Et notamment même les M1, vous avez bien vu cette année sur le terrain qu'on a parlé à SIG peut-être au bout de 5 jours, quitte à parfois ce que ça entraîne des frustrations. C'est important aussi. On voit vraiment le terrain aussi avant tout comme le moment de prendre le temps indispensable, le temps du questionnement, de l'observation aussi. Et donc de ne pas avoir cet outil entre soi et notre environnement, de l'avoir à un moment donné, quand on s'est posé des questions, quand on a débroussaillé le terrain. Pas au sens propre évidemment. Donc ce temps est indispensable et ce que je voulais dire, en effet, quand on va sur le terrain, on n'y va pas avec cette idée, comme je disais tout à l'heure, d'y aller pour acquérir des données, mais bien au-delà. Et je pense qu'on a tout à fait une responsabilité dans le fait de garder, enfin de faire fleurir l'importance de tout ce qu'il y a autour des données, non pas que de cette acquisition, mais de comment on va s'interroger comment on va formuler nos questions, nos problématiques, comment on va réfléchir à un problème complexe, comment on va interagir avec des acteurs, quelles sont les voix auxquelles on pense pas qu'on pourrait faire parler. Et pour cela, je pense que par exemple, quand on rédige une offre d'emploi ou une offre de stage, ces dernières années, je vois quasiment la totalité des offres d'emploi qui demandent des compétences en SIG. Je suis évidemment rien contre les SIG, vu que je suis prof de SIG, mais, enfin, également, pas seulement, mais rendre cette compétence comme indispensable, voire la montrer parfois comme suffisante à faire un diagnostic de territoire ou voilà, à faire une étude, une analyse sur un territoire. Non, ce n'est évidemment pas suffisant et il faudrait pas qu'on confonde ce à quoi
on destine nos étudiants et le métier de géomaticien, qui est un métier tout à fait respectable, mais qui est un métier. Et en fait, en tant que écologue et géographe, voilà, vous portez une autre réflexion d'une autre envergure. Vous êtes là pour réfléchir à des systèmes complexes, à en simplifier l'analyse, à les vulgariser, à les communiquer. Et ce n'est pas seulement pour traiter des données. Et donc, ne réduisons pas voilà, notre formation à ça, évidemment. Et ça passe aussi par ces moments de recrutement où... voilà, comment faire pour valoriser d'autres compétences, mais en l'indiquant. Voilà, cette question sur les compétences, je trouvais très intéressante aussi, parce que comment on peut mettre en avant, mettre par écrit justement des compétences du travail en équipe, d'autonomie, de méthodes aussi autres que numériques, évidemment. Évidemment, les méthodes d'enquête, les méthodes autour des acteurs d'un territoire sont au cœur de notre formation aussi. Mais finalement, comment les mettre plus en avant aussi dans ces moments de recrutement. Et peut-être donc ne pas mettre de côté des étudiants qui auraient fait le choix de mettre un peu moins de temps et d'énergie sur les cours de SIG, mais plus sur d'autres méthodes, plus sur comment justement faire dialoguer ces méthodes. Merci. Oui, Monsieur Cornet. Ça marche. Je suis tout à fait d'accord avec... Ah, mais tu veux prendre la parole ? Vas-y, je t'en prie. Ah, pardon. Monsieur Cornet d'abord et après Monsieur Cornet. Je rejoins totalement tout ce qui s'est dit, tant sur le drone que sur la nécessité de garder le lien avec le terrain. Alors je complète, je rebondis sur ce que vient de dire Clélia, mais effectivement, je pense que ce côté terrain, finalement, il va venir nous apporter autre chose que ce qu'on va avoir sur des documents. Il va venir nous apporter un côté, effectivement, de regard d'expert, un côté sensible, et puis un avis propre. On va venir se forger notre propre avis avec finalement tout ce qu'on a en main, toutes les clés qu'on a en main, parce qu'on va voir qu'un bureau d'études a oublié de relever qu'il y avait ça à proximité, peut-être qu'il y a des végétations qui n'ont pas été recensées. Donc voilà, je trouve que ce côté de terrain, il est vraiment essentiel. Et tout à l'heure, Nicolas, tu parlais de complexité, d'un besoin de décomplexifier et de garder justement cette relation avec les usagers, mais je trouve qu'il y a aussi la relation et le lien avec le terrain. Et puis, toi, Pierre, tu disais, t'évoquais la notion de répondre rapidement à la volonté des élus, à devoir être dans ce besoin finalement de course. Et je pense qu'il y a peut-être des sujets ou des études. Ponctuellement, on est en capacité, avec nos expériences, avec notre savoir, de dire en fait, on ne peut pas répondre dans les 3 jours, il faut qu'on prenne le temps là-dessus parce qu'il y a des enjeux qui sont primordiaux. Et peut-être finalement venir sortir légèrement de cette position d'exécutant et venir apporter quelque chose qui n'a pas forcément été saisi par le pouvoir décisionnaire. Mais je vais encore compléter dans le même sens. Juste puisqu'on est à coacher les étudiants qui vont postuler, n'ayez pas peur de répondre à une annonce si elle vous intéresse. Les recruteurs recherchent toujours le mouton à 5 pattes, qui sait tout, qui a 10 ans d'expérience, qui coûte pas cher, qui fait du SIG, du terrain et qui parle 3 langues. Moi, c'est mon expérience. J'ai répondu à une annonce, j'avais 2-3 fonctions essentielles. J'avais pas 10 ans d'expérience, je connaissais rien au SIG, sinon ce qu'on avait appris justement à Tawassol, au Maroc et tout ça. J'ai répondu, ce qui fait aussi un entretien d'embauche, c'est vous. Le meilleur outil, c'est vous, c'est votre expérience personnelle, votre parcours, que vous soyez géographe, écologue, généraliste. Non, ça on s'en fiche. Vous avez une personne qui présente un entretien d'embauche. Et au-delà de vos compétences, il y a aussi est-ce que la personne, elle va être agréable, parce qu'on ne recrute qu'une personne qu'on va avoir pendant longtemps. Donc ça, n'hésitez pas à répondre. Et surtout, ça, c'est ce que je fais dans mon métier, reformuler la question, revenir au bon sens, poser la bonne question. Par exemple, dans un entretien, vous cherchez quelqu'un qui maîtrise toutes ses compétences ou vous cherchez plutôt quelqu'un qui est en mesure de traiter ce sujet.
Voilà, ça peut être une manière de vous démarquer. Je reformule très souvent les questions des commandes qu'on me passe. Un exemple flottant, l'arbre en ville. Il n'y a pas meilleur exemple que la mauvaise question et la mauvaise réponse sur ce sujet. Dit succinctement, l'arbre en ville, il a plein de fonctions, dont celle de rafraîchir. Un arbre rafraîchit, donc plus il y a d'arbres, plus le rafraîchissement sera fort. Donc les politiques publiques, c'est plantons plein d'arbres. On sort le SIG, on fait clignoter les zones, paf, on a plein d'endroits où on peut planter 1000 arbres d'ici telle échéance. Un arbre par habitant, 100 000 arbres d'ici 2040, je ne sais pas. L'essentiel pour que les arbres rafraîchissent, c'est le sol. Un arbre qui est en de bonnes conditions va avoir de l'eau dans le sol, il va pouvoir rafraîchir comme 100 arbres qui seraient dans des conditions de stress hydrique. Donc la question, c'est pas combien d'arbres on plante, c'est dans quelles conditions on plante l'arbre. C'est une façon concrète de reformuler une question face à quelqu'un qui vous dirait où je plante mes 1000 arbres. Avant de sortir le SIG, on va revenir aux fondamentaux de l'écologie. Et on va regarder pour comment répondre à votre question. Finalement, votre question, c'est quoi? Bon, c'est être élu, d'accord? Pas dépenser trop d'argent et rafraîchir. Bon, et ben voilà. Et ben on peut répondre à la question des 1000 arbres. Non, du rafraîchissement différemment. Voilà. Donc c'est votre plus-value, je pense, c'est ce que tu as un peu dit, Rémir, c'est de prendre du recul. Et votre plus-value, ça va être de réorienter, dans un souci d'efficacité, je pense, la question, les méthodes, les outils, les budgets. Voilà. Je vois beaucoup de choses comme ça dans des bonnes intentions, des gens qui veulent vraiment bien faire, mais mal orientés ou parce qu'il leur manque un élément, vont peut-être avoir des choses moins efficaces. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre votre patte là-dessus et à donner votre avis, à reformuler la question qu'on vous pose. Alors, il va nous rester une dizaine de minutes à peu près pour continuer à discuter. Du coup, on essaie d'être le plus rapide possible dans les interventions. S'il y a des sujets que vous voulez encore traiter. Je voulais compléter une réponse, c'était donc par rapport à la dernière intervention dans le public et l'utilisation des outils informatiques et on serait un peu contraint dans ces outils. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu une obligation de les utiliser. On parle du zéro papier dans les collectivités. Je pense que dans les entreprises, c'est un peu pareil. Donc on est contraint, mais à la fois dans la gestion, dans la création et puis l'alimentation au fil de l'année, au fil des mois des bases de données. Nous, typiquement, on doit gérer 600 brèches dans les digues, 600 bâtards d'eau à mettre en place en cas de crue, 800 réseaux souterrains sous les digues. Donc sans un outil informatique, ça serait clairement impossible de gérer ça dans le temps. Donc on est un peu contraint, comme vous avez dit, à utiliser ces outils. Mais tout de même, et c'est important pour des étudiants, on doit réfléchir à comment créer des bases de données si nos outils informatiques tombent en rade. Parce qu'on a toute la notion de gestion de crise aujourd'hui qui se développe. Enfin, nous, on est gestionnaire de crise. Notre bâtiment est pas loin de l'université ici. Ici, on est dans une zone de vulnérabilité de réseau électrique. Donc clairement, en cas de crue, ici, c'est HS et notre bâtiment à la métropole aussi. Donc on doit réfléchir à comment gérer la crise sans outils informatiques demain. Et donc comment on peut toujours avoir accès à nos bases de données sans ces outils informatiques. Et donc comment être un peu libre aussi de ces outils, mais les utiliser au quotidien. Donc c'est un réel enjeu. Monsieur Frédéric Alexandre, vous voulez réagir aussi? Oui, c'était juste une petite réaction sur spécialistes et généralistes. Il y a les spécialistes d'un point de vue, on va dire, universitaire, dans un domaine de recherche, etc. Mais je pense qu'il faut se méfier, avoir été formé en généraliste, mais devenir une sorte de spécialiste qui maîtrise et qui est un petit peu le seul à maîtriser tout ce qui encadre tous ces métiers de l'environnement. C'est un petit peu ce que Nicolas évoquait avec ces cadres méthodologiques imposés où finalement il n'y a plus que quelques personnes qui véritablement maîtrisent et ça échappe aux citoyens. Où je repense à ce que Gilles disait souvent lorsqu'il parlait des statuts quand il siégeait la protection de la nature, là. Sur les 43 sortes de statuts des différents territoires, finalement, il y a quelques virtuoses qui finissent par maîtriser cela, et ça échappe complètement aux citoyens et au débat citoyen. Une autre façon d'aborder la question
spécialiste ou généraliste. Il nous reste encore un peu de temps. Ouais, on a une question. Alors moi donc je suis en M1 espace et milieu. Et donc j'ai un peu une question un peu sur à la fois pour rebondir avec ce que tu disais Clélia, et puis un peu aussi à destination peut-être des professionnels au niveau des recrutements, ce que vous voyez. Aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, donc on est dans une époque où on a besoin de vitesse, il y a quelque chose comme ça, de vitesse, d'efficacité. Le SIG répond assez bien à ça, mais donc moi un peu avec la petite formation, enfin néanmoins importante de géographe que j'ai eue, c'est que voilà, on arpente le paysage, on le traverse, on le ressent, on peut le croquer aussi, on peut l'écouter, l'enregistrer. Aujourd'hui, on a ces outils-là. Est-ce que voilà, l'intégration, par exemple, je me dis peut-être dans un PNR ou quelque chose comme ça, est-ce que pour changer un peu de ces PowerPoint, un peu voilà, SIG, carte, données statistiques, est-ce qu'il n'y aurait pas une donnée intéressante là-dedans à avoir dans le son? Et ma question, c'est un peu comment la rendre lisible au monde professionnel, comment la rendre intéressante, la rendre crédible quelque part, parce que c'est ça aujourd'hui. On a beaucoup de crédibilité dans la statistique, dans le chiffre. Là aujourd'hui, c'est vraiment le roi, c'est vraiment ça, hein. Du chiffre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une donnée intéressante là-dedans, dans voilà le paysage ressenti, exploré, sensible, le son, le dessin aussi, le dessin qui a été très 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 utilisé par les géographes au cours du temps et qui aujourd'hui ça se perd un peu, et qu'est-ce qui est voilà, comment le rendre intéressant dans le monde professionnel finalement, dans le PNR, mais même ailleurs, dans des collectivités, voilà, c'est un peu ma question. Est-ce que ça pourrait peut-être éventuellement être intégré là-dedans, ou c'est vraiment hors sujet, ça n'aura pas lieu, c'est pas forcément un truc intéressant et on n'a pas le temps pour ça. Merci. Alors sur la place de ces méthodologies, Madame Clausel. Pourra compléter, mais pourra développer davantage. Mais pour moi, qui suis pas tellement spécialiste par exemple du paysage sensible, par rapport à des structures, par exemple, j'aurais tendance à vous dire, si ça répond à une question, si ça permet d'amener des informations, par exemple, je pense aux ambiances sonores. Si la question c'est autour du cadre de vie, du bien-être des habitants. Voilà, c'est des méthodes qui ont tout à fait leur place, au contraire. Mais si les personnes en face ne sont pas au fait de ces méthodes-là, il faut encore justement les convaincre. Donc c'est aussi, je trouve que c'est aussi la diversité des méthodes auxquelles on forme les étudiants d'espace et milieu qui est intéressante, parce que c'est aussi eux qui vont aller ensuite en parler de ces nouvelles méthodes, de ces nouveaux outils. Et en montrant à quel point ils peuvent répondre à des questions, c'est une manière de convaincre aussi la personne en face. Oui, allez-y, normalement c'est bon. Ça va venir. C'est bon ? Oui, okay. C'est bon. Justement, pour te répondre à ta question, en 2018-2019, on a fait toute une expertise justement sur le PNR des Vosges du Nord, avec justement, c'était une expérience sensible de la forêt et des espaces boisés, justement pour travailler sur des futurs parcours potentiellement de sylvothérapie, ou en tout cas avoir vraiment une approche sensible. Et donc on était passé par des séances d'écoute justement, y compris de nuit, on avait placé des boîtiers à différents points GPS, etc. Et par beaucoup de déambulation aussi et d'observation, donc vraiment sur plutôt l'aspect sensible et pas du tout, en tout cas beaucoup moins axé sur l'aspect quantitatif. Eh bien, oui, la dernière question. Éventuellement réponse rapide et on sera obligé de s'arrêter là malheureusement. Non, parce que c'était pas forcément une question, plutôt qu'un témoignage. Par rapport à votre question, moi je fais dessiner les étudiants en croquis de paysage et en dessin botanique, et je peux vous garantir que ça ouvre d'autres pistes et qui vont rejoindre ce qu'on se disait avant, c'est-à-dire un temps accordé au terrain, un temps accordé aux objets, qui cadre pas vraiment en fait avec une forme de normalisation à l'œuvre autour des compétences, qui est en fait un peu un enjeu là de ce qu'on se dit autour de ce que Frédéric Alexandre disait, ce qui se passe à l'université depuis bien maintenant 10-12 ans, d'injonction en fait à répondre à des cases. Et je suis pas sûr que ces approches-là, pas plus que celles d'ailleurs de la pensée critique, trouvent une case dans les évaluations, les normes, les indicateurs, etc.
et qu'il y a un vrai enjeu de maintenir ça à l'université. Bon, par exemple, je suis pas convaincu que l'alternance à laquelle sont conduites les universités à marche forcée permette de maintenir ce type d'approche, mais qui sont pourtant essentielles pour former, à défaut de généralistes, tout simplement des personnes comme c'était à table ronde, en mesure de prendre du recul, de sentir les espaces, les lieux, les relations entre acteurs, etc. Donc moi je trouve ça évidemment essentiel aussi. Bon. Eh bien, merci à tous. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette table ronde. Voilà.